Salut les devins, c'est Saikyo. J'avais envie de démarrer ce retour en vidéo avec une vidéo d'analyse en profondeur. La précédente, c'était la vraie histoire de Mirai Trunks, et cette fois-ci, j'ai décidé de vous proposer la vraie histoire de Tapion. Et vous aurez bien compris que le but de ces vidéos, la vraie histoire d'eux, c'est pas de profiter de la popularité d'un personnage pour en parler en vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas vous faire une vidéo, la vraie histoire de Goku ou la vraie histoire de Vegeta. Chacun est libre de le faire, c'est pas ça le souci. Mais moi, je veux faire des vidéos sur les personnages un petit peu plus mystérieux, ou qui ont pu, par exemple, partager les fans et qui se demandent quelle est la réalité sur ce personnage-là. Au final, l'histoire de Goku, on la connaît tous plus ou moins bien, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de mystère. Alors qu'il y a certains personnages, oui, comme Mirai Trunks et comme Tapion, qui m'inspirent le mystère pur, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et là, en plus, j'en ai profité pour parler d'un personnage qui est issu d'un film. Donc bien sûr, le fameux débat canon-pas canon, comme ça je vous prouve aussi que les personnages pas canon qui font partie de l'univers artistique de Dragon Ball sont super importants à l'œuvre Dragon Ball. Et d'ailleurs, quand il sort un jeu vidéo, regardez, les fans demandent toujours des personnages qui sont pas canons. Broly, Cooler, Gogeta, ils sont toujours super demandés et quasiment tout le temps inclus dans les jeux vidéo. Donc bien sûr que si un personnage arrive à toucher le cœur des fans, c'est plus important que de se demander s'il fait partie de la chronologie de l'histoire ou pas. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, et pour cette vidéo d'analyse en profondeur, mes sources seront assez simples. Il y aura bien sûr mes connaissances acquises dans le temps, mon visionnage du film aussi tout simplement, et j'ai pu combler ce qui me manquait grâce au site kanzenshuu.com. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est le site de référence mondiale sur Dragon Ball. Si vous comprenez un minimum l'anglais et que vous cherchez une info sur Dragon Ball, vous l'aurez forcément là-bas. Donc le personnage de Tapion est issu du film 13, L'attaque du dragon pour son nom français. Et ce film commence à se faire vieux parce qu'il date de 1995 et pourtant je peux le regarder toujours avec une telle facilité. En plus il y a eu des remakes, enfin des remasters plutôt, en version Blu-ray qui rendent très bien si vous avez une TV HD. Je pense que tout le monde en a une plus ou moins ou un écran de PC HD. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu en qualité DVD voire même en cassette VHS comme à l'époque et ça rend toujours super bien. D'après moi, Tapion est un des personnages les plus mystérieux et aussi les plus aimés par les fans de Dragon Ball. En fait, si vous voulez, à mes yeux, ça c'est pas une info, c'est juste mon ressenti, c'est un peu un mix de Mirai Trunks mélangé à Link de Zelda. En particulier le Link adulte de Ocarina of Time. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais je pense qu'une grosse majorité doit penser un petit peu pareil. Donc, au niveau de l'écriture, de l'histoire de fond de ce personnage-là de Tapion, et en même temps du film L'attaque du dragon, c'est la même personne qui s'en est chargée du côté de chez la Toei Animation, c'est monsieur Takao Koyama, c'est le scénariste. Akira Toriyama n'a absolument rien écrit du scénario de ce film-là, ni sur l'histoire de fond de Tapion. Par contre, bien sûr que Toriyama a validé, comme il le fait toujours, le film, dans ce cadre un petit peu commercial, vous voyez, mais aucune ligne du scénario ne provient de Toriyama lui-même. Par contre, ce qu'a fait Toriyama, c'est qu'il a créé les designs lui-même de ses personnages, de Tapion et de son petit frère Minoshia. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce sont les seuls gentils dans les films dont Toriyama a créé le design lui-même. Après, Toriyama, bien sûr, a fait quelques designs de méchants pour d'autres films, mais là, je vous parle vraiment des gentils. Toriyama a fait une autre chose, c'est qu'il a donné le nom de Tapion à Tapion. Ce n'est pas du tout la Toei qui a fait ça, et à la base, d'après le Daizenshu 6, Tapion devait s'appeler Tapioca. C'est le jeu de mots par rapport à la nourriture qui porte le nom de Tapioca. Mais disons que même si Toriyama aime bien les jeux de mots par rapport à la bouffe, eh bien là il a été jugé que le nom était beaucoup trop proche du plat dans la vie réelle. C'était presque plus un jeu de mots, mais c'était limite du recopiage, vous voyez ce que je veux dire ? Donc le nom a été un petit peu changé pour en faire Tapion. Et au final je trouve que c'est pas plus mal, ça sonne beaucoup mieux Tapion à mes yeux, enfin à mes oreilles. Donc on va rentrer petit à petit dans cette histoire de Tapion, et je vais commencer en parlant de quelque chose qui aura sûrement marqué tous les fans, et c'est peut-être ce qui aura marqué le plus de monde par rapport à Tapion, c'est la relation Tapion et Petit Trunks. Alors je vais pas en faire des caisses, vous allez voir, ça va tenir en une phrase. Tout simplement, cette relation Tapion-Petit Trunks met en avant la qualité principale dans l'écriture de l'histoire de fond de ce personnage de Tapion. C'est tout simplement que Tapion, il a une vraie histoire de fond. Il a de vrais antécédents, il a un vrai passé. Alors on n'en sait pas tous les détails, on sait pas du tout ce qu'il a mangé au midi d'il y a 10 ans en arrière, vous comprenez le délire. Mais en soi, on sait un minimum d'où il vient, on sait ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, voilà, tout ça on le sait. Et en plus, ça nous est très joliment raconté dans le film à l'aide de jolis flashbacks, etc., qui font que l'attachement du spectateur à ce personnage-là est très puissant. Et en plus, cet attachement-là, il est sublimé par un ancrage de Tapion dans le monde présent et dans l'histoire actuelle qu'on nous raconte de lui. C'est-à-dire qu'on va nouer de manière très forte le personnage de Tapion à celui du Petit Trunks. Alors le Petit Trunks n'est pas le personnage le plus populaire au Japon, mais la relation est parfaitement jugée et dosée et écrite en termes de scénario. Le jeune Trunks représente pour Tapion le petit frère qu'il a eu dans le passé, mais qu'il n'a plus.
Et le pire, c'est que dans le sens inverse, Tapion est le grand frère que Trunks, lui, n'a jamais eu. Et je pourrais même dire que Goten, son meilleur ami, a un grand frère de ce type-là, Gohan, mais Trunks, lui, n'a rien. Alors il a la richesse, il a les jouets, etc. Mais il n'a pas le grand frère, ni même le petit frère. Alors plus tard, et dans Dragon Ball Super, il a la petite sœur, mais ça met beaucoup de temps à arriver. Ce Trunks a connu l'opulence, la richesse et tout ce qu'on veut, mais il a connu aussi beaucoup de solitude, même s'il est bien entouré par des amis, etc. Donc l'histoire de fond concrète de Tapion et de son frère Minoshia, parlons-en. Tapion et Minoshia proviennent de la galaxie du Sud, de l'univers 7 bien sûr. Et ils proviennent en particulier de la planète Konats. Non, je n'ai pas dit Konas, j'ai bien dit Konats, ce n'est pas pareil. Bon, plus sérieusement, ce qui s'est passé c'est que des milliers d'années en arrière, des magiciens spécialisés en magie noire pratiquaient des invocations un peu comme les rituels de Kenny, vous voyez, mais en version Dragon Ball, pour faire sortir et surtout pour faire revivre le monstre Hirudegarn. Je le prononce super mal et d'ailleurs je le prononce toujours Hildegarn, un petit peu plus à la française, c'est plus facile pour moi. Après vous faites comme vous voulez et c'est surtout pas moi qui vous embêtera avec des prononciations et ce genre de choses. Ce qu'il se passa c'est que Tapion et Minoshia menèrent un combat contre Hildegarn dans le but principal de sceller ce monstre car visiblement le tuer n'était pas dans leurs moyens. Donc armés de leur flûte magique ressemblant énormément à l'ocarina de Link dans The Legend of Zelda, ils combattèrent mais c'est grâce à l'aide d'un ancien héros, très mystérieux celui-là aussi, qui coupa le monstre Hildegarn en deux parties, que la victoire put être acquise dans cette fameuse histoire de la planète Konats. Et alors ce qu'il se passa, c'est que le monstre fut scellé dans les deux frères Tapion et Minoshia. J'ai oublié de le préciser, mais les incantations des magiciens, là, des mages noirs, ça a pas pris 2 minutes, hein, ça a pris des tas et des tas d'années. C'est pour ça que c'est ensuite tombé sur la génération de Tapion et de Minoshia. Donc, quelle a été la réaction de Tapion et de Minoshia? Eh bien, ça a été de se dire que même si le monstre a été scellé la partie inférieure du corps dans le Minoshia et la partie supérieure dans Tapion, ils voulaient être sûrs, tous les deux, que le monstre ne ressorte jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans les fameuses boîtes à musique, 2 boîtes à musique, une pour chaque partie du corps. Vous vous rappelez par exemple de Goku qui a essayé dans le film d'ouvrir la boîte à main nue, parce qu'elle était soi-disant rouillée, etc., alors qu'en fait elle est juste scellée. Et d'ailleurs, sa petite remarque, quand j'étais petit, je me suis toujours demandé pourquoi Goku n'a pas essayé d'ouvrir la boîte en se transformant. Ça fait un petit peu fanboy, mais j'avais 6 ans quand j'ai vu le film la première fois. D'ailleurs, je remercie énormément mes parents parce que à l'époque, les films passaient dans les salles de cinéma, les films Dragon Ball. On avait eu aussi celui de Gogeta, c'était un rêve éveillé, vraiment. Bon, j'aurais voulu voir Goku passer en Super Saiyan 3 pour essayer d'ouvrir cette boîte à musique, mais bon, tant pis. Donc, ce qui s'est passé dans l'histoire ensuite, c'est que ces boîtes à musique ont été envoyées dans l'espace de l'univers 7 pour les séparer et donner aucune chance à Hildegarn de se reconstituer, ou presque, bien sûr, vous avez bien compris. Parce que malheureusement, un enfoiré de magicien noir était encore là, répondant au nom de Oi. C'est pas très joli, mais bon. Et poursuivant la volonté de ses ancêtres, il chercha les 2 boîtes à musique et trouva celle de Minoshia. Et du coup, ce magicien noir, vous l'avez tous vu dans le film, comme par hasard et comme par magie, il se retrouve sur Terre, chez Gohan et chez Goku, et il va se débrouiller pour les arnaquer, leur retourner un petit peu la tête, faire croire qu'il est gentil et sympathique, et tout le monde va l'aider, et au final, le vœu de Oi va être exaucé grâce à Shenron. Suite à cela, qu'est-ce qui se passe? Oi devient l'hôte de la partie inférieure de Hildegarn, celle de Minoshia, et à partir de là, Tapion ne peut plus vraiment retenir la partie supérieure de son corps qui va bientôt lâcher. À partir de ce moment-là, Tapion se rend compte que le malheur Hildegarn peut s'abattre de nouveau chez les mortels de l'univers 7, et il décide de régler le problème, mais probablement, je pense en tout cas, de manière un petit peu trop solitaire et avec un énorme manque de confiance en la Team Z. Après tout, c'est normal, il ne les connaît pas. Maintenant, parlons vite fait de Bulma. Oui, Bulma, la première et meilleure amie de Goku. Elle joue un rôle plutôt correct dans ce film, et c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs à Dragon Ball Super actuellement, un beau rôle pour Bulma, mis à part être un petit peu la scientifique machin qui débarque comme ça, mais j'aimerais qu'elle ait un petit peu plus d'implication. Mais bon, ça c'est un autre sujet de vidéo. En tout cas, dans ce film 13, Bulma propose à Tapion de créer une machine pour sceller Hildegarn, qui serait théoriquement capable des mêmes capacités de résistance qu'une boîte à musique. Sauf que vous voyez déjà venir le délire, cette machine est plutôt bien construite, c'est une belle technologie, mais le monstre déboîte complètement la machine. Après cet échec et tout espoir perdu, et encore de manière solitaire et peu confiante, Tapion dit et ordonne à Petit Trunks de le tuer, comme ça lui et la partie supérieure qu'il arrive encore difficilement à contenir seront tués et mourront tous les deux en même temps. Sauf que à ce moment-là, bien sûr, la phase émotion du film arrive et le petit Trunks ne peut pas réaliser cet acte mortel. À partir de là, ça devient le grand spectacle, bien sûr, Goku et sa bande débarquent pour monter en l'air joyeusement le monstre, mais disons que tous les guerriers de la Team Z n'ont pas forcément tous brillé comme il le fallait dans ce film-là. En tout cas, c'est mon appréciation très personnelle. Je trouve que Gohan a eu un rôle plutôt joli, et surtout Gohan a eu un rôle sur toute la longueur du film, pas juste à la fin, on l'a vu plutôt tout le temps.
Donc pour moi, le fait que Gohan se fasse battre à la fin du film n'est pas incohérent et ce n'est pas grave. Par contre, là où ça m'a dérangé, c'est bien sûr le cas Vegeta. Je l'ai trouvé vraiment au rabais dans ce film. Alors dans les faits, il est clair que Vegeta Super Saiyan 1 ou 2, parce que c'était son maximum à l'époque de ce film-là, ne pouvait pas battre ce monstre Hildegarn. Il faut être réaliste. Mais je trouve qu'il fallait le faire briller, et ça n'a pas été vraiment le cas, même si je tiens à dire que sa fierté n'a pas été remise en question dans ce film-là, et ça reste quand même un bon point. Derrière, on a eu aussi l'action de Gotenks, ça a été pas mal, mais on sent que les auteurs ont fait en sorte qu'il soit mis de côté. Donc clairement, dans le film où Tapion apparaît, Gotenks a dû causer des soucis aux scénaristes de ce film. Mais par grande chance, Gotenks est aussi un personnage de gag, et du coup, en jouant le gag, vous pouvez le mettre de côté. Ça plaira ou ça déplaira, mais le but affirmé de la Toei Animation était de faire en sorte que même Goku Super Saiyan 3 ait énormément de mal à se faire ce monstre tout seul, et que au final Goku SJ3 nous sorte une toute nouvelle technique jamais vue auparavant, quoique ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Goku enfant face à Piccolo Daimao, et bien je vous parle bien sûr du fameux point du dragon. Alors au final, la part belle est mise sur la Team Z, Tapion n'est que observateur et spectateur de tout ça, et on va dire que ça aurait été plus cool que Tapion ait un rôle dans l'action finale face à Hildegarn, mais bon, après tout ce qu'il a encouru et tout ce qu'il a vécu, c'est un petit peu comme Mirai Trunks au final, c'est pas lui qui a fracassé en dernier Cell, alors il l'a fait dans son monde futur, mais dans la timeline présent, c'est pas Trunks qui est venu à bout du grand méchant. Alors, la fin du film est là, et Tapion revient beaucoup plus sur le devant de la scène, parce que Bulma débarque et donne une machine à voyager dans le temps à Tapion pour qu'il retourne chez lui, sauf qu'il va y retourner 1000 ans avant dans le passé, pour empêcher tous ces problèmes de se produire. Et là, si vous avez bien suivi les événements de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super, vous savez tous que aller dans le passé est une fausse solution, et cela crée simplement une nouvelle timeline. Alors bien sûr, le film ne s'est pas pris la tête avec tout ça, et c'est normal, et j'aurais sûrement fait pareil à leur place si j'avais créé le scénario, mais dans le fond, si on veut vraiment y réfléchir, Tapion a sûrement corrigé le problème, mais dans une autre timeline que la sienne, et en plus de ça, sans s'en rendre compte, tout comme Mirai Trunks et ses voyages, il a dû créer pas mal d'autres problèmes nouveaux, des problèmes temporels, etc., des paradoxes, qui ont dû se répercuter sur à peu près toutes les timelines, les fameux crimes temporels. Mais sincèrement, comme je viens de le dire, c'est juste un film, et le but d'un film n'est pas de se tenir à 100% de la cohérence par rapport à l'œuvre et à la chronologie originale de Dragon Ball, mais simplement par contre de divertir à 100% les spectateurs et les fans de Dragon Ball. Et là, à mes yeux, c'était réussi. Et enfin les devins, on arrive au gros sujet de ce film-là. Je ne vais pas épiloguer pendant trop longtemps sur ça, mais je vais quand même essayer de mettre les choses un petit peu au clair. C'est tout simplement que, avant de partir dans le passé, etc., Tapion donne son épée au petit Trunks. Et en plus, la Toei Animation est très très maligne, parce que à la fin du film, quand vous regardez l'ending et tout ça, on a droit à un flashback pendant lequel on voit Mirai Trunks en train de trancher Freezer avec sa fameuse épée. Donc là, vous comprenez bien que dans la tête de énormément de fans, et encore à ce jour, je le vois de temps en temps dans ma zone commentaire revenir ce sujet-là, beaucoup de personnes pensent que l'épée de Mirai Trunks est celle de Tapion. Alors ça n'est pas du tout ça. Attention, je suis pas en train de dire « Ah, regardez, ceux-là, ils se trompent, c'est des abrutis ». Non, c'est pas ça. Dans la vie, on fait tous des erreurs, j'en fais aussi, j'en ai fait sur ma chaîne YouTube. Forcément que je n'aurais jamais voulu les faire, mais je les fais parce que je suis humain et tout le monde est humain. Et on peut croire des choses qui sont fausses, et là n'est pas le mal. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à croire que l'épée provient de telle ou telle personne, au final je m'en fous. Mais vu qu'on parle du sujet, je vais juste vous dire pourquoi l'épée de Tapion n'est pas celle du petit Trunks. Ça sera une évidence pour beaucoup de monde, mais ce qui peut être une évidence pour un n'est pas du tout une évidence pour l'autre, et ça c'est très important de le garder en tête. En fait, il y a d'autres trucs qui sont venus enfoncer le clou, comme par exemple on se rappellera des dialogues dans le jeu Budokai Tenkaichi 3 sur PlayStation 2, nous disant que l'épée de Mirai Trunks est celle de Tapion. Donc vous voyez, quand vous compilez certains éléments, comme par exemple pour rester encore sur les jeux vidéo, parce que je vous le dis direct, il ne faut pas se fier aux jeux vidéo pour comprendre la vraie histoire de Dragon Ball. Mais en tout cas, je constate que les jeux vidéo ont un fort impact sur la compréhension des fans de Dragon Ball par rapport à l'histoire. Ça, c'est un fait. Donc en fait, il y a eu le jeu Raging Blast 1 sur 360 et PS3, et aussi le jeu Battle of Z, je crois que c'était sur les mêmes consoles aussi. Et si vous avez fait ces jeux-là, bon, Battle of Z était pas terrible, Raging Blast 1 était plutôt sympa, mais c'était pas le jeu du siècle non plus, mais je pense que vous êtes plutôt nombreux à les avoir fait, et bien dans ces jeux-là, on nous dit que Tapion est apparu dans la timeline de Mirai Trunks, dans le monde futur là-bas, et qu'il a pu sceller Hildegarn sans l'aide de la Team Z. Donc on peut tous en fait se faire nos petits scénarios qui vont à droite à gauche et qui nous font plaisir. Mais le but c'est quand même de comprendre qu'il y a des choses qui font partie des jeux vidéo, donc de l'univers étendu de Dragon Ball, mais quand on en reste sur l'histoire de Dragon Ball, rien de tout ça ne s'est passé. En fait, je pourrais me la jouer vieux con et vous dire tout simplement « Ah ben ce film n'est pas canon, donc l'épée de Trunks n'est pas celle de Tapion et c'est pas canon, bref on n'en parle plus ». Bon, c'est la vérité dans le fond, mais ça serait pas fair play envers vous. Par contre, sans parler de canon ou pas canon,
J'ai un truc tout simple qui explique la chose très clairement. En fait, le petit Trunks et le grand Trunks ne sont pas les mêmes personnages. Je pense que ça, vous vous en êtes énormément rendu compte. Déjà au niveau du caractère, etc., de la vie qu'ils ont pu mener, de leur passé, ce n'est pas du tout le même passé. Et pourquoi ce n'est pas le même passé? Tout simplement parce qu'ils ne viennent pas des mêmes timelines. Et ça, c'est un fait dans l'œuvre originale de Dragon Ball, dans les 42 tomes de Dragon Ball. Et c'est toujours un fait établi dans Dragon Ball Super. Parce qu'en fait, dire que l'épée de Tapion, c'est la même que celle qui donne à Petit Trunks et c'est la même que celle de Mirai Trunks, ça revient à dire que les deux Trunks sont les mêmes. Et donc, si leurs épées viennent de Tapion, ça voudrait dire que Mirai Trunks lui-même a connu Tapion. Et alors qu'il a combattu Hildegarn aux côtés de Goku, de Gohan adulte et de Vegeta comme on l'a vu dans le film. Mais on sait tous très bien que ça c'est impossible, Mirai Trunks n'a jamais connu la menace Hildegarn, et en plus on sait très bien que dans la timeline de Mirai Trunks, tout le monde était déjà mort, Goku y compris, et ce depuis le début de l'arc Cyborg. Donc oui, dans l'œuvre originale, Hildegarn n'a jamais attaqué la timeline de Mirai Trunks, sans parler de canon ou pas canon, je pourrais rentrer dans ce délire-là, mais rien qu'en comprenant cette logique-là, je pense que ça devient immédiatement clair. Donc les devins, je m'attaquerai bientôt à des personnages un petit peu de type mystérieux, etc. Je ne ferai pas, comme je vous l'ai dit, des personnages super évidents à comprendre et tout ça. Faut qu'il y ait des petites astuces, enfin des choses comme ça, vous voyez, je pense que vous m'avez compris. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon retour, dites-moi ce que vous pensez de la qualité de mon micro, de ma voix, etc. dans cette vidéo-là. Je suis très curieux de savoir si vous préférez ça ou si vous préférez mon ancien micro. Moi aussi, j'écouterai au rendu, voir comment ça donne et je ferai mon propre choix, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie énormément pour tous vos soutiens. Ça passe bien sûr par les likes, les j'aime sur cette vidéo-là, c'est super important. Je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour les prochains arts divinatoires.